Bon, pour cette deuxième vidéo de rentrée, j'ai choisi de la consacrer à ce thème, au thème du désir d'enfant. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce thème, sans doute parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé cette question autour de l'appui à la parentalité. Bref, c'est une question qui m'a toujours tenaillé, et puis le père que je suis se pose depuis la nuit des temps des questions autour du désir d'enfant. Alors, pour démarrer historiquement, on peut dire qu'avoir un enfant allait de soi. Ça allait de soi, et c'était à l'évidence le rôle des femmes que d'être mères. Évidemment, depuis les années 60, l'évolution générale de la société et de la place des femmes, la question de la contraception, par exemple, de l'avortement, l'enfant devient une option parmi d'autres. Alors, quelles sont les hypothèses qui sont derrière ce désir d'enfant? On a évidemment, première hypothèse, l'hypothèse biologique. Il y aurait quelque chose de naturel, on serait du côté de l'horloge biologique, des hormones, on serait du côté de l'inné. Voilà, c'est logique, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est dans l'histoire de toutes les femmes que d'être mère. Alors évidemment, ça n'explique pas l'infanticide, ça n'explique pas les mauvais traitements, les abandons, etc., etc. Donc on est sur une explication largement controversée, et qui a des limites. Deuxième grande explication, l'explication sociologique. Il y a une pression religieuse, il y a une pression familiale, il y a une pression sociale qui amène à être parent pour être comme les autres, ou pour être dans le désir de ses propres parents, etc., etc. De ce côté-là, évidemment, il y a aussi, je suis toujours sur les aspects sociologiques, économiques, etc., etc. Il y a la question de la transmission du nom, et hier celle du patrimoine, mais encore aujourd'hui pour une partie de la population. Histoire de transmission d'un nom, transmission d'un patrimoine. On est sur la deuxième explication. Mais là aussi, si c'était juste une histoire de pression, eh bien personne n'y résisterait sans doute. Et toutes les femmes, en tout cas celles en capacité de procréer, seraient mères, et tous les hommes seraient pères, et ce serait même peut-être... Alors il y a évidemment d'autres explications plus individuelles, plus psychologiques, je vais tenter de les passer en revue ici. Première chose, dans ces explications psychologisantes, évidemment il y a le poids de l'identification, d'une forme de mimétisme. Selon la mère qui a été la nôtre, et surtout les mères qu'on a vues en action autour de nous, ont le désir d'être mère à son tour, par exemple, ou d'être père aujourd'hui, sur l'identification au père, un père plus présent, plus protecteur, plus dans le soin. Tout ça orienterait ou pas le désir d'enfant. Deuxième chose, du côté des femmes, il y a une dimension évidemment sensuelle qui peut être liée à la grossesse et au désir d'enfant, le désir de porter l'enfant en soi, le désir d'allaiter. On est dans la dimension sensuelle. Se réaliser à travers la maternité ou la paternité, là on pense aux soins, on pense à l'amour, on pense à l'image de soi, à un projet peut-être porteur de sens pour soi. Pour un couple également, on peut penser que l'enfant peut être une preuve d'amour, le fruit de l'amour, la preuve de l'engagement mutuel. Voilà, on a quatre explications qui nous viennent immédiatement, mais pour avoir travaillé avec des mères célibataires, avec des mères adolescentes, il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors quoi, par exemple? Le besoin d'amour inconditionnel. L'amour d'un homme, c'est quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. Un enfant, au moins dans l'imaginaire, c'est quelqu'un qu'on va aimer de façon inconditionnelle, et surtout qui va nous aimer de façon inconditionnelle. Se sentir perçu, se considérer comme un adulte responsable. À partir du moment où je suis mère ou père, je sais ce que c'est que la vie. Garder un compagnon, ou hier, il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, garder une compagne,
mettre une femme enceinte ou être enceinte soi-même, c'est peut-être garder un compagnon ou une compagne. Se prolonger et transmettre. Alors se prolonger et transmettre pas simplement un patrimoine, mais qui je suis, mes goûts, mes engagements, mes centres d'intérêt, le métier que j'aurais rêvé. Il y a quelque chose du côté de la transmission, évidemment. Se réapproprier sa vie. Autrement dit, en devenant parent, et notamment mère, eh bien, je vais contrôler quelque chose. Si je n'ai pas de prise sur ma vie, ça au moins c'est une décision que je vais prendre, et c'est moi qui ferai, qui agirai, qui contrôlerai, qui déciderai. Se réparer, enfin. Pour toutes celles et pour tous ceux qui ont été blessés, enfants placés, enfants maltraités, il y a quelque chose qui peut être du registre de la réparation. Donner l'amour que je n'ai pas reçu est une motivation à l'évidence. Alors en conclusion, parce qu'évidemment ça vaudrait le coup d'appuyer sur chacun de ces points-là, en conclusion, le désir d'enfant il se construit dès la petite enfance à travers les modèles qui sont les nôtres. Les éléments psychiques ont leur importance pour beaucoup de psys, et notamment de psychanalystes, des femmes qui n'arrivent pas à être enceintes, à porter un enfant. Il y a une hypothèse de raison inconsciente, notamment auprès de mères qui n'ont pas été aimantes et qui n'ont pas su entourer ces enfants. Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais elle vaut le coup d'être évoquée sur la dimension psychique. Et puis la réalité va venir évidemment opérer avec le décalage entre l'enfant imaginaire, celui dont je rêve, et l'enfant réel. Bref, pour conclure, on pourrait dire sans doute que l'explication elle est biopsychosociale, cette fois-ci aussi avec la part de l'inné, de la biologie, avec la part du social et puis avec la dimension psychologique bien sûr, sur le désir d'enfant.